Prends l'étiquette mathématique après la récréation. Ça c'est récréation, oui c'est bien, prends. Prends. Avec la photo, oui c'est bien. Et après mathématiques. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est né ce projet? Sur une idée toute simple, en fait, finalement, on s'est rendu compte que dans ce public d'enfants autistes présentant des troubles envahissants du développement, ils utilisent un certain nombre de supports de médiation pour communiquer, pour apprendre, pour s'organiser, qui sont des supports papier. Et qu'en France, on n'avait pas, jusqu'à présent, ou en tout cas pas de système numérique assez performant, on n'avait jamais passé l'ensemble de ces supports papier sur des supports type tablette, smartphone, ordinateur, etc. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, ça s'était fait. Donc, à l'issue de premier constat, j'ai proposé à Guy Bonvalet, qui est le directeur de S2I, ce projet, savoir si ça l'intéressait de travailler sur cette question-là. Et puis, donc, il s'en est saisi, et puis assez rapidement, il a mobilisé un étudiant qui était en stage chez lui pour développer une application. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise que vous dirigez de façon à ce qu'on puisse voir dans quel cadre ce projet s'est développé? Alors, le groupe S2I aujourd'hui, c'est 4000 collaborateurs. 4000 collaborateurs répartis sur une quarantaine d'implantations en France et à l'international. Nos principaux métiers, et notre principal métier, c'est la technologie de l'information et de la communication. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé le projet SATED, puisqu'on s'intéresse fortement à tout ce qui est technologie émergente et présentation de l'information sur ces nouvelles technologies, notamment sur tout ce qui est tablette, téléphone portable, tout ce qui est nouveau support. Comment ça s'est déroulé? Puisque en fait, quand il vous a été proposé au départ, vous avez assez rapidement trouvé que ce projet était intéressant et vous êtes appuyé sur un étudiant qui était en stage chez vous, c'est ça? Voilà, on a construit un sujet de stage et on l'a proposé aux écoles et il y a un étudiant qui a répondu à ce stage. Donc pour nous, ça a été de retranscrire, et on a travaillé avec le CRERA, avec l'UFM, de retranscrire et d'analyser le besoin pour le présenter là on s'est intéressé notamment aux iPads et aux iPhones. Ultérieurement on va s'intéresser à d'autres types de supports, mais c'était de retranscrire l'expression du besoin sur un support informatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette structure, quelle est sa fonction? Donc le centre ressources des Pays de la Loire, c'est comme son nom l'indique, un centre qui est destiné à promouvoir des ressources auprès de tous les usagers qui sont intéressés par les questions de l'autisme et des troubles envahissants du développement. Et notamment dans le cadre du projet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à l'ensemble de ces usagers-là d'avoir à leur disposition des outils qui peuvent être des outils techniques, matériels, ou en formation, ou des outils de recherche de ressources ou de mise en réseau de personnes qui accompagnent la prise en charge, la détection, le diagnostic et la scolarisation des enfants qui souffrent de troubles envahissants du développement. D'accord. Alors, dès le départ de ce projet SATED, en fait, vous avez été sollicité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent ces enfants, quels sont leurs besoins en matière d'utilisation de pictogrammes, par exemple, d'images, d'organisation, d'emploi du temps, des choses comme ça? Donc la population des enfants TED, c'est une population extrêmement vaste, dont tous n'ont pas forcément les mêmes besoins, mais pour lesquels on a remarqué un principe général, qui est que ce sont des enfants qui peuvent utiliser favorablement tout ce qui est support visuel et qui ont un sens de l'observation et une acuité visuelle qui est extrêmement importante parmi des difficultés dans des troubles sensoriels.
leur fonctionnement mental fait qu'ils ont des difficultés à pouvoir se repérer à la fois dans le déroulement d'un ensemble de séquences ordonnées et aussi dans ce que ça représente dans le temps. Donc essayer de mettre à leur disposition des outils visuels, des supports de pictogrammes et des éléments qui permettent de les aider à organiser leurs pensées est une pratique qui est absolument essentielle. Pour le moment, ça existe sous système papier, de scratch, etc. Mais ça n'existait pas en support numérique. Non, ça existait sous forme de papier ou ça existait en support numérique, mais d'abord dans des langues étrangères, Oui. et ensuite forcément avec un coût qui était relativement important. D'accord. Donc l'idée aussi de mettre à disposition des objets et des outils de travail pour ces familles, ces enfants-là et les professionnels, c'est de promouvoir des supports gratuits qui puissent être employés et usités par tout le monde. Une entreprise comme la vôtre, c'est qu'en fait l'application est proposée à titre gratuit. Donc c'était un choix de départ, ça? C'était un choix de départ. C'était un choix de départ. Comme je disais tout à l'heure, on a fait ça dans le cadre des actions qu'on mène en direction du handicap. C'est vraiment pour nous vraiment une action de mécénat. Alors après, il y a ce projet, bien sûr, il y a toute la communication qui pourrait être faite autour, parce que ça a priori, ça intéresse beaucoup de monde. On a présenté ce projet, notamment à Nantes, au Trophée de l'Innovation, et ce projet a été nominé au Trophée de l'Innovation. Donc on s'aperçoit qu'il y a du répondant en face. Les gens sont intéressés sur ce type de produit. C'est pour ça qu'on va le continuer. 6 mois de travail autour de cette application pour arriver à une première version 0 avec travail avec le centre de ressources autisme, avec des chercheurs de l'UFM, avec des enseignants, avec une orthophoniste, etc. pour essayer d'élaborer une première version de cette application qui a été ensuite validée par Apple et qui est diffusée gratuitement sur l'App Store. Comment vous avez procédé quand en fait il y a eu un cahier des charges qui a été posé, et ensuite comment vous avez procédé pour arriver à cette application qui a été déposée chez Apple? Bien avant, de toute façon, le cahier des charges, il a fallu d'abord faire une recherche du besoin. Donc cette étude du besoin a été faite directement en entrant en communication avec des familles. Ensuite, on a pu déterminer que les besoins étaient soit des applis qui pouvaient aider à la communication, soit à la gestion du temps. Donc ensuite, on est rentré en contact avec le CRERA, toujours appuyé par un chercheur de l'université, et on a pu monter le cahier des charges. Donc on s'est centré principalement sur une application de gestion du temps, et le cahier des charges et le dossier des spécifications s'est monté assez simplement. Après, donc il a fallu commencer à développer, et on avait une réunion mensuelle pour déterminer quelles étaient les suites à donner à cette application. L'application a évolué au fur et à mesure du temps, au fil de l'eau. Donc tous les mois, il y avait une réunion d'avancement pour savoir quelles devaient être les nouvelles orientations pour les nouveaux ajouts. Le but était bien sûr de coller au mieux aux besoins des familles, aux besoins des chercheurs et aux besoins des personnes qui utiliseront prochainement cette application. Pouvoir personnaliser de façon très importante la scolarisation, les exercices, les outils, pouvoir les reproduire, que les enfants aient une autonomie, parce que c'est très important qu'ils puissent aussi avoir de l'autonomie de prise en charge, de l'autonomie d'exécution des tâches et d'activités, et quelque chose d'essentiel. D'accord. Donc dans la première phase du projet, qui a été l'élaboration de la version 0 de l'application SATED, vous avez été sollicité par la société S2I, par Jean-Baptiste Dugas. En quoi a consisté votre participation à l'élaboration du projet? Alors, au départ, on a aidé la société S2I, qui, elle, était l'organisation des moyens matériels et informatiques, et qui savait comment faire fonctionner un logiciel, à se représenter à quelle population s'adresser et quelles étaient les contraintes et le cahier des charges qui pouvaient permettre de mettre en œuvre un outil qui puisse avoir quelque chose d'efficace pour les personnes à qui il est destiné.
Au départ, on n'avait pas dans l'idée de promouvoir l'outil qui a été fait, puisque ce qui nous intéressait plus, c'était du côté des moyens alternatifs de communication. Et justement, pouvoir employer un outil informatique comme une interface de dialogue avec des gens qui avaient du mal à pouvoir entrer dans le langage. Rapidement, on s'est aperçu, en discutant avec eux, que c'était un projet trop lourd, trop important et trop technique, à la fois au plan de la mise en œuvre informatique et de la technicité de la prise en charge de ces enfants-là. Et on s'est rabattu sur l'idée de faire un petit agenda qui puisse présenter la tâche en cours, la tâche passée, la tâche à venir et le déroulement du temps, qu'on puisse immédiatement mesurer d'un seul coup d'œil sur le support numérique. D'un point de vue technique et technologique, comment ça fonctionne quand on est amené à élaborer ce type d'application? Il n'y a pas seulement l'aspect conceptuel, il y a tout un environnement, je suppose. Alors, au point de vue technique, comment on a élaboré cette application? Pour nous, on l'a géré comme un projet industriel, hein, c'est-à-dire un cahier des charges, un besoin qui est exprimé, un planning. Et le stage de Jean-Baptiste durait 6 mois, donc on a planifié un travail sur 6 mois. C'est pour ça que c'est une première version qui n'est pas forcément complète, qui doit être améliorée. Mais on l'a géré de façon très industrielle, avec un chef de projet qui encadrait le travail. Jean-Baptiste disait tout à l'heure, on était dans un process où on avait des utilisateurs, enfin pas vraiment des utilisateurs, mais des gens du CRERA qui nous émettaient un besoin, qui exprimaient leurs besoins, des réunions, des contacts réguliers, des réunions, des instances de réunions mensuelles pour bien acter les choses, mais on était aussi dans un mode de développement qu'on peut appeler un mode de développement agile. Un mode de développement agile, c'est quelque chose où tous les jours, on regarde, on valide ce qui a été fait la veille et on peut remettre en question ce qui a été fait la veille. Parce que même si le projet peut paraître simple, présenter un emploi du temps sur tablette, ça peut paraître simple quand on regarde l'outil, mais toute la difficulté justement c'est d'avoir quelque chose de simple, quelque chose de compréhensif par quelqu'un qui a des troubles du développement. L'avantage d'avoir ce genre de support, c'est d'avoir un support qui peut être dynamique, qui va évoluer, de pouvoir le personnaliser pour l'enfant et rajouter plusieurs agréments autour de ça. La tâche en cours, qui est beaucoup plus grosse et moins transparente, et la tâche suivante, qui va arriver par la suite. Donc ça permet à l'enfant de se repérer entre les différentes tâches et de voir quelle est la tâche actuelle. Par rapport à cette tâche actuelle, on trouve un timer visuel, juste ici, qui va découler en fonction de la durée de la tâche en cours. Donc bien sûr, tous ces agendas, toutes ces tâches sont paramétrables. L'objectif, c'est quand même que ce soit paramétré par des parents, des familles ou des professionnels de la santé. On a accès à différents modes. L'objectif, ça a été derrière de personnaliser l'application au maximum pour qu'elle puisse correspondre à l'enfant. Donc ces agendas, on peut créer très très facilement un agenda en allant dans la fenêtre agenda. Donc là on voit tous les agendas qui ont été enregistrés. On peut se balader et voir les agendas en fonction de la date, le nom et les tâches qui ont été associées. L'écran d'accueil ou gérer la liste des tâches. Donc pour ajouter une tâche, c'est très simple aussi, il suffit de cliquer sur ajouter, de choisir quelle est la tâche que l'on souhaite ajouter, par exemple le foot, avec une heure de début et une heure de fin. Et lorsqu'on enregistre, on voit que la tâche a apparu directement. Donc très très simple d'utilisation. Donc là on voit une liste de tâches. Ce qui est intéressant quand on souhaite en ajouter une, c'est qu'il est possible de lui associer un nom comme on le souhaite. Et aussi de choisir une image directement depuis l'album photo. Je vous laisse un petit peu. Voilà. À cela, on peut ajouter aussi un son si
disais tout à l'heure, on a accès directement à sa bibliothèque sonore. Et donc, bien sûr, une fois qu'on a enregistré la tâche, elle est accessible directement. Est-ce que ce projet-là est en devenir? Est-ce qu'on peut imaginer une suite? Alors, la suite, en fait, je dirais, elle est arrivée assez naturellement pour un chercheur, c'est-à-dire que on savait qu'on avait une première version qui était tout à fait satisfaisante, mais pas suffisamment élaborée pour qu'elle puisse être utilisée de façon optimale par tous, toutes les personnes qui présentent un trouble envahissant du développement. Donc on a, dans un deuxième temps, proposé développé un travail de recherche qu'on a déposé auprès de la fondation de projet de l'Université de Nantes. C'est une fondation qui est là pour soutenir la recherche. Et ce projet a été validé par la fondation. Et on va s'engager, nous maintenant, dans une opération de 3 ans de travail, avec une partie sciences de l'éducation pour tout ce qui est lié aux apprentissages, aux processus, aux interactions liées à l'apprentissage, et une partie informatique pour tout ce qui est développement. Vous êtes un spécialiste des interactions homme-machine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'utilisation réelle des applications informatiques. Donc on va regarder de près le contexte dans lequel l'application va être utilisée avant même de commencer à la concevoir et à la développer. Donc on prend en compte les conditions d'utilisation, les conditions d'usage du logiciel, mais on tient compte aussi des habitudes des utilisateurs avant même le logiciel. On va regarder quelles sont les habitudes de travail, d'interaction, de communication des personnes. On va regarder les difficultés qu'elles rencontrent avant d'utiliser les supports informatiques. Et donc on va essayer de voir si, par hasard, le logiciel ou le support informatique peut aider à faciliter certaines formes de communication, certaines formes d'accès aux informations et aux échanges entre personnes. C'est quoi la première lettre? Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans le projet SATED? Alors, ce qui paraît intéressant, c'est le côté spécifique du public des jeunes autistes et des échanges qui peuvent avoir lieu avec les personnes les entourant, les accompagnants. Donc on va regarder ce qui se passe entre ces personnes accompagnatrices, parents, éducateurs, enseignants, professionnels, et regarder avec eux et avec les jeunes autistes ce qu'un support informatique peut apporter. Bon, la tablette tactile ou le smartphone sont des supports mobiles, faciles à déplacer, faciles à utiliser a priori, et on va regarder de près le caractère spécifique de l'interaction entre les jeunes et ces supports tactiles, de façon à prendre en considération ce côté spécifique, hein, l'apport que peut éventuellement fournir le support par rapport aux jeunes et par rapport à l'accès aux informations et aux communications vers le reste du monde, vers les autres personnes accompagnant les autistes. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste la fondation de projet? Alors, la fondation de projet de l'Université de Nantes, c'est l'interface de développement de l'université par le biais du mécénat. Nous avons un champ d'action très large qui va du soutien, de la promotion d'actions dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, et puis également le soutien des projets dans le domaine social, culturel et sportif de l'Université de Nantes. Pourquoi la Fondation a retenu ce projet, à votre avis? Donc, la Fondation retient en priorité des projets innovants et pluridisciplinaires, et donc le développement d'un programme éducatif à travers une tablette informatique
à destination d'un public autiste rentrait complètement dans nos critères, d'autant plus que ce projet est bien inscrit dans la pluridisciplinarité. L'IUFM est porteur du projet SATED. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi ce projet vous a particulièrement intéressé et pourquoi vous y êtes engagé? Je dirais que j'y vois un triple intérêt. Un premier intérêt qui est d'ordre institutionnel et qui consiste à positionner l'IUFM comme composante universitaire intéressée aux questions de recherche et de formation. Et que dans le nouveau paysage de l'université, l'IUFM souhaite prendre toute sa place et apporter sa contribution à la recherche. Le second intérêt est d'ordre partenarial, puisqu'il s'agit d'un projet qui intègre plusieurs universités, qui intègre une entreprise, qui intègre un laboratoire de recherche, qui est le CREN de Nantes, et que c'est une démarche, cette démarche partenariale, nous l'avons toujours valorisée au sein de l'Institut. Le troisième intérêt est d'ordre pédagogique. Ce projet s'adresse à des élèves qui sont en situation de handicap. Cette question de l'ASH a été une question que nous avons toujours portée au sein de l'Institut et qui est pour moi un élément tout à fait important de la constitution de la formation des enseignants. Donc cette recherche va s'engager pour 3 années, portée par l'IUFM, avec comme laboratoire de support le CREN, Centre de recherche en éducation de Nantes, puisque les 4 chercheurs qui sont impliqués dans ce travail, plus les 2 thèses, auront comme support le laboratoire de sciences de l'éducation de l'Université de Nantes. Le développement de ce type de ressources peut permettre de repérer des modes de fonctionnement des outils et des pratiques qui puissent favoriser l'inclusion, l'insertion scolaire et la prise en charge éducative dans certains domaines. Alors, utiliser un agenda de départ, ça peut sembler quelque chose d'extrêmement simple, mais après, grâce à l'informatique, on peut avoir des ramifications qui permettent de personnaliser des projets pour chaque enfant, parce qu'une des difficultés de la prise en charge des enfants autistes, c'est d'adapter à chaque enfant les outils en fonction de ce dont il a besoin. Dans le cadre du projet, il est prévu 2 thèses, une en informatique, une en sciences de l'éducation. Quel intérêt y a-t-il à articuler informatique, sciences de l'éducation pour ce projet de recherche? Eh bien, c'est essentiel justement dans une démarche de conception de systèmes interactifs, dans une démarche d'étude de l'interaction entre l'humain et la machine. On va regarder d'un côté du côté humain, sciences de l'éducation, contexte humain, ce qui se passe entre les différentes personnes, entre les différents acteurs du dispositif. D'un autre côté, on va regarder ce que la machine peut apporter comme comme information, comme connaissance et comme mode d'accès à ces informations pour le jeune autiste. Et entre les deux, eh bien, c'est l'interaction qui est primordiale, l'étude de l'interaction entre les aspects humains et les aspects technologiques et informatiques. Donc on parle bien de IHM comme interaction entre l'homme et la machine. Là maintenant on s'engage, vous vous engagez en partenariat avec l'Université de Nantes, avec plusieurs partenaires type la fondation de projets à l'université, avec un centre de recherche en éducation, avec des chercheurs. Vous engagez sur un contrat que l'on appelle CIFRE. On va accueillir pendant 3 ans un doctorant, quelqu'un qui va faire sa thèse sur ce sujet-là, et l'objectif c'est de continuer à faire évoluer cet outil. Alors nous on va prendre un contrat CIFRE, un doctorant en informatique, qui est spécialisé sur les interfaces machines et sur l'informatique, et de l'autre côté, dans les labos de recherche, il y aura un doctorant spécialisé sur les questions d'éducation. Donc on va allier le fonctionnel avec la technique. Et pour nous, c'est très intéressant de pouvoir travailler avec des labos de recherche d'université, parce qu'il est souvent assez dur de rassembler le monde de la recherche et l'industrie.
Est-ce que vous avez déjà des retours de professionnels ou de familles à ce niveau-là? Alors on a plusieurs retours et de professionnels et de familles. Donc des retours de professionnels qui l'emploient pour l'organisation générale de leur prise en charge. Des retours de familles qui s'en servent pour organiser des agendas et puis pour essayer de permettre la prédictibilité de ce qui va arriver et de supprimer les crises d'angoisse qui peuvent être liées au fait qu'on n'arrive pas à anticiper ce qui va se produire. Et aussi des familles qui se posent des questions sur comment on pourrait améliorer ce support. Et à nouveau des questions sur l'utilisation autour de la remédiation, autour du langage, pour permettre d'améliorer la communication alternative. Quand un enfant n'arrive pas à employer en première intention le langage, qu'on puisse trouver des supports qui l'aident à pouvoir échanger. Des supports de médiation. Des supports de médiation qui puissent l'aider à échanger avec ses pairs et avec les adultes. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, l'intérêt des IHM, c'est de pouvoir adapter l'outil aux meilleures conditions d'apprentissage, c'est ça? Il est bien question d'adaptation, effectivement. Et là, ce sera bien la machine et l'ordinateur qui devront s'adapter aux spécificités du public, parce qu'il faudra bien tenir compte des possibilités, des attentes des jeunes et de leur entourage par rapport aux échanges et aux accès aux informations. D'un point de vue recherche, ce qui va être intéressant, c'est donc quelque part la remise en cause des modèles que l'on utilise jusqu'à présent et qui s'appuient sur le fait qu'en général, les personnes utilisant un logiciel vont être experts du domaine, vont avoir des habitudes d'usage des systèmes informatiques, alors que là, on va avoir un contexte vraiment nouveau pour des personnes qui, pour la plupart, vont découvrir l'usage des interfaces tactiles, des supports mobiles, et qui vont découvrir les possibilités d'échange à travers ces outils. Donc c'est plus que de l'adaptation, c'est la remise en cause des modèles informatiques et d'interaction qu'on utilisait jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous pourriez dire de l'avenir de ce type de produit? Est-ce que, en tant que spécialiste du domaine, expert dans la production de ce type de produit, est-ce que ça vous paraît indispensable désormais d'avoir ce genre de choses? Est-ce qu'on peut continuer sur les versions papier? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est une avancée technologique très importante. Je pense qu'il y a quelques années, on ne prédisait pas le futur des smartphones et des tablettes comme on le voit débarquer aujourd'hui. Je pense que, surtout pour des publics tels que les personnes autistes qui ont des troubles du développement, c'est un produit très intéressant. Le retour est immédiat, c'est-à-dire que la sensation de toucher et d'interactivité avec le produit est beaucoup plus immédiate et on peut percevoir les choses. Et il y aura toujours des avancées technologiques et c'est bien de toujours être en perpétuelle avancée par rapport aux anciens supports. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et je pense qu'on ira beaucoup plus loin. Et ça avance, ça évolue très très vite, hein. Les supports, les tablettes d'aujourd'hui ne sont pas les tablettes de demain. On va pouvoir... enfin, il y a plein de choses qui sont permises, hein. On a déjà commencé à réfléchir sur l'évolution de l'outil, hein, dans la présentation de l'information, dans l'échange, dans la gestion de groupes de travail. Un instituteur qui a piloté un ensemble d'enfants handicapés. On peut mettre du son, on peut mettre de l'image, on peut mettre du film, on peut mettre de la géolocalisation. Enfin, il y a plein de choses à faire. Les formats des tablettes vont changer. Donc, tout est permis et c'est pour ça que prendre un thésard qui va avoir une vision, qui va essayer de se projeter dans le temps et faire la veille technologique pour suivre l'évolution des technologies, le produit d'aujourd'hui est probablement très différent du produit qui sortira dans 3 ans. Quels sont les résultats attendus au niveau de ce type de recherche? Eh bien, on va avoir 3 types de résultats. Le principal, c'est bien sûr la production d'un système innovant, d'un outil, d'un nouveau type d'outil
adapté à un public qui permettra de répondre à des difficultés, qui permettra de faire de nouvelles propositions d'échange, d'accès aux informations. Ça, c'est le côté innovant et développement technologique et ingénierique des choses. Mais en termes de recherche, on s'intéressera aussi aux aspects de modélisation, de comment représenter ces échanges, comment représenter les données qui seront manipulées par les différentes personnes. Là, ça peut remettre en cause un petit peu les modèles généralement utilisés et développés. Donc c'est l'apport à la recherche, hein, c'est apporter de nouveaux modèles, de nouvelles questions. C'est toujours se questionner sur la transférabilité des modèles déjà disponibles. Et puis il y a un troisième aspect qui est l'usage réel sur le terrain et regarder comment des nouveaux produits, des nouvelles propositions d'usage de l'informatique et des nouvelles propositions d'interaction avec le système tactile seront utilisées, comment les gens comment les gens pourront s'approprier ces dispositifs en fonction de leurs besoins, de leur contexte, de leurs habitudes par rapport au système d'échange informatique. Là, actuellement, l'application est en ligne chez Apple, notamment. Alors, l'application est disponible sur l'Apple Store. Ouais. Vous pouvez la télécharger, elle est gratuite. Ouais. C'est une première version. Ouais. Il y a des améliorations à apporter. Il faut qu'on continue à travailler avec les professionnels pour bien analyser le besoin. Et c'est en cours. Je pense qu'on est parti sur plusieurs années et les supports vont beaucoup évoluer dans les années à venir. D'accord. Et en quoi les techniques de l'informatique moderne peuvent apporter quelque chose de supplémentaire à ce type de population? Je dis souvent en blaguant, quand on veut aller déjeuner chez sa grand-mère le dimanche et qu'on a une valise de pictogrammes, 3 tonnes de timer et quelques photos, c'est un petit peu compliqué de se déplacer. L'idée, c'est d'essayer d'utiliser les supports faciles, simples que l'on a tous dans la poche, c'est-à-dire nos smartphones, nos tablettes numériques, qui se mettent dans un sac, qui se transportent dans une veste, de pouvoir utiliser de façon aisée, facile, quel que soit l'endroit où l'on est, des supports qui soient des supports, je dirais, simples, qu'on peut transporter, qui sont très interactifs, où on peut ajouter du son, on peut ajouter les images que l'on veut, les photos que l'on veut, les pictogrammes que l'on veut. Et ça nous semble, mais on n'en est pas sûr, et c'est pour ça qu'on s'engage vers une recherche à ce niveau-là, ça nous semble tout aussi intéressant que d'avoir des scratchs et des supports papier que les enseignants utilisent en classe, par exemple, que les familles utilisent quotidiennement chez elles. On se dit, est-ce que finalement, si on passe ça sur des supports numériques beaucoup plus simples de transport, en tout cas, et d'utilisation, beaucoup plus interactifs, est-ce que ce ne serait pas tout à fait pertinent pour cette population qui en a besoin, je dirais, au quotidien? Alors nous sommes au tout début de l'utilisation de ce type de support, de dispositifs au niveau des apprentissages, notamment en milieu scolaire. Est-ce que ça vous paraît pertinent comme innovation pour favoriser l'apprentissage? Oui, si on élargit un petit peu le champ d'études, il est effectivement intéressant de voir comment l'institution éducative, les enseignants, les différents types d'accompagnateurs des parcours scolaires peuvent s'appuyer sur les ressources informatiques, sur les moyens d'interaction avec des supports tactiles et individuels surtout, pour faciliter l'intégration, la mise en œuvre des dispositifs de formation, d'apprentissage, comment individualiser des parcours de formation en s'adaptant aux caractéristiques des individus, des apprenants, des élèves. Donc nous, ça correspond tout à fait à notre démarche de recherche actuelle dans le laboratoire CREN et dans l'axe qui s'intéresse à l'usage des technologies informatiques dans l'éducation. C'est voir comment on peut représenter et manipuler les différentes dimensions qui représentent un dispositif de formation, comme par exemple la scénarisation pédagogique, la représentation et la gestion du temps dans le scénario pédagogique, ou des différents participants, élèves ou interlocuteurs des élèves dans le dispositif de formation.
Donc ça, ce sont les 3 dimensions que l'on étudie très précisément dans le cadre de nos recherches et au-delà des publics spécifiques autistes. Hein. Ces questions de représentation des différentes dimensions du dispositif sont des questions transversales qu'on retrouve dans tous les dispositifs de formation.